Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous, chers abonnés de notre chaîne. Et bienvenue à notre présentation qui s'intitule Financial Literacy, le principe des bonnes ou des mauvaises dettes. Voilà. Financial Literacy, le principe des bonnes ou des mauvaises dettes. Comme je l'avais dit, notre chaîne, c'est une chaîne où la priorité est donnée à l'économie. Mais nous ne pouvons pas aussi nous départir de l'actualité, surtout quand nos frères souffrent. Donc, surtout nos frères de l'AES, qui ont beaucoup souffert des questions de l'insécurité, des questions de terrorisme, de massacre des populations déplacées qui avaient tout perdu, tout fui pour aller en ville. Ça sert à rien à ce moment-là de parler des courbes économiques, etc. Nous devons parler de nos frères parce que nous sommes tous africains. Voilà. Quand nous sommes sur le continent, on peut dire, bon, moi je suis burkinabé, moi je suis camerounais, moi je suis... Mais quand nous sortons du continent, tout le monde nous considère comme des Africains. Alors ce serait pas bien de notre part. Voilà. Et puis nous devons commencer, comme a dit le président Dramani, à enlever tout au moins dans les têtes les barrières que nous avons héritées de la colonisation et à commencer à nous comporter comme des frères. Voilà. Donc on fait aussi des vidéos pour sensibiliser l'opinion publique et faire des vidéos pour sensibiliser l'opinion publique. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, je fais une vidéo pour parler de Financial Literacy. Donc, vous vous rappelez que nous avions commencé en parlant de comment on fait son budget. C'est important. Je l'ai dit, redit, que ce soit des personnes individuelles, que ce soit des ménages, il faut faire son budget. Vous n'imaginez pas une entreprise sans budget. Vous n'imaginez pas une entreprise sans comptabilité. Elle va tomber à l'eau. Une entreprise doit avoir un budget. Un budget, elle dit exactement dans son budget ce qu'elle entend faire. Ce qu'elle entend faire. C'est que en début d'année, elle fait des prévisions. Dans les entreprises, ça se passe comme ça. C'est dans le département du contrôle de gestion qu'on fait ça. Donc, on met en place un budget. On dit, voilà, nous, en termes de consommation d'énergie électrique, on pense faire ci. On pense en termes d'achat de matières premières, on pense faire ça. En termes de production de biens et services, on pense faire ci. En termes de gestion de ressources humaines, on pense avoir ceci en termes de salariés permanents, en termes de salariés temporaires, voilà le nombre d'heures que nous mettons à disposition pour atteindre tel objectif, etc., etc. Donc, on fait un budget en termes d'impôts et taxes, etc., etc. Et c'est sur la base de ce budget-là qu'on dit maintenant, voilà, en ce qui concerne les charges, nous devons tout faire pour être ou atteindre l'objectif prévu ou être en dessous. Et en ce qui concerne les produits, nous devons tout faire pour être au-delà, donc les ressources, nous devons tout faire pour être au-delà des ressources que nous avons budgétisées. Et c'est comme ça que les entreprises se portent. Et donc la comptabilité enregistre tout ce que nous faisons, tout ce qui est fait au cours de l'année. Et les auditeurs, les auditeurs font des audits pour voir s'il n'y a pas des irrégularités. Les commissaires aux comptes auditent les comptes pour voir s'il y a ces irrégularités des comptes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous devons faire notre budget. On ne vit pas comme ça, là. Sauf si on est un animal. Mais une personne ou des personnes normalement constituées dans le monde capitaliste aujourd'hui doit faire un budget pour savoir comment l'argent entre, comment l'argent est dépensé. Comment l'argent entre, comment l'argent est dépensé. Et quelle est la part qui est dégagée en termes d'épargne. Et la part qui est dégagée en termes d'épargne, maintenant, nous l'investissons pour faire nous l'investissons la part qui est dégagée en termes d'épargne. Nous l'investissons pour faire, comment on dit ça, de l'investissement à long terme, à court terme ou ça dépendant du type d'investissement. Sur nous-mêmes, sur notre génération future, les assurances vie, etc., etc., etc. Il y a une variété de leviers là-dedans. Donc, c'est ça un budget. Maintenant, je fais une autre vidéo là, celle-ci, et il y aura une autre qui va suivre après. Celle qui va suivre après, ce sera pour parler de Crédit Score, pour que vous compreniez bien. Parce que beaucoup de nos frères, quand ils arrivent ici aux États-Unis, ils se prennent les pieds dans le tapis. Ça, ils se prennent les pieds dans le tapis. Ils se prennent les pieds dans le tapis parce que, bon, c'est un pays capitaliste. Il y a le crédit, comme on dit, il y a le crédit, il y a, comme dirait un de mes frères, il y a le crédit, voilà, il y a le crédit. Bon, il y a les crédits à volonté. Donc, les gens, quand ils arrivent ici, rapidement, on leur donne une carte de crédit.
la carte de crédit. Quand il prend, il rembourse 2, 3 fois. Après 1 an, 2 ans, il voit des entreprises qui commencent à l'envoyer des lettres en disant, voilà 30 000 $ que je te prête, je vais prélever comme ça. Et nos frères se jettent rapidement dans ça et commencent à contracter des dettes et souvent ça finit très mal. Ça finit très mal. C'est pour ça que je voulais dire, dans ce pays-là, il y a le concept de bonne dette, il y a le concept de mauvaise dette. Good debt, bad debt, comme on dit. Good debt, bad debt. Les bonnes dettes. Les bonnes dettes, c'est la dette que vous prenez pour investir sur vous-même. Par exemple, vous prenez la dette pour aller à l'école. Vous allez à l'école ici, vous entrez dans une université, vous apprenez par exemple l'informatique, les IT par exemple. Vous apprenez la cybersécurité. Vous apprenez la finance. Vous apprenez à devenir un anesthésiste. Vous apprenez à devenir un chirurgien dentiste, etc. Vous devenez ingénieur, etc. en construction, en mécanique, etc. Vous vous formez. Ça, c'est les good debt. Vous investez, comme on dit, invest in yourselves. Invest in yourself. That's good debt. Good debt when you invest in yourself. Quand vous investissez sur vous-même, ça, ce sont les bonnes dettes. Voilà. Donc, les bonnes dettes, vous investissez sur vous-même d'abord. Parce que ça augmente votre skills. Ça vous valorise sur le marché de l'emploi et ça vous prépare à devenir un auto-employeur, un auto-entrepreneur ou un entrepreneur ou créer une entreprise avec des gens. Mais dans tous les cas, ça vous donne une aptitude à réaliser des grandes choses. Ça, c'est good debt. Voilà. Donc, good debt, ça, il faut le faire. Donc, good debt. Ensuite, vous avez, en termes de good debt, par exemple, les dettes que vous mettez pour acquérir des actifs qui prennent de la valeur. Les dettes que vous mettez pour acquérir des actifs qui prennent de la valeur. Par exemple, si vous achetez une voiture, la voiture ne prend pas de la valeur. À peine vous êtes sorti chez le dealer, là, vous garez ça dans votre garage. Vous avez conduit 10 miles pour arriver chez vous. Vous conduisez encore 10 miles pour vous la ramener chez votre dealer. Elle a perdu 20% de sa valeur. Parce qu'on considère qu'il y a une dépréciation sur un véhicule. Le véhicule subit 100% de sa dépréciation en 5 ans. Donc, quand vous sortez de là, la première année de dépréciation est déjà consommée. Elle a perdu 20% de sa valeur. Si vous aviez acheté la voiture à 20 000 $, quand vous sortez là, si vous la ramenez chez le dealer, il ne peut pas la prendre à plus de 16 000 $. Donc, elle perd de la valeur, se déprécie. Voilà. En revanche, si vous empruntez l'argent pour acheter une maison, la maison s'apprécie automatiquement. La maison s'apprécie. Et mieux, si vous avez mis l'argent, par exemple, dans la maison, dans une SARL, toutes les dépenses que vous faites, l'éclairage, la lumière, l'eau, les réparations, tout ça, sont déductibles d'impôts. Sont déductibles d'impôts. Ça vient en diminution de vos impôts. Vous prenez vos revenus locatifs, vous les diminuez et même les taxes que vous payez, vous avez encore des déductions, comme on dit, l'État vous donne encore des déductions. Donc, c'est une opération totalement gagnante. Vous ne perdez rien. Les intérêts sur vos mortgages, loans, les taxes, property taxes que vous payez, etc. L'État vous permet de déduire ça quand vous investissez dans une maison. Donc, vous voulez bien prendre un crédit pour investir dans le real estate et non pas prendre un crédit pour acheter une maison, une voiture. Parce que quand vous prenez un crédit pour acheter une grosse voiture, on dit, bon, le gars, il a une Maserati, hein, c'est pas n'importe qui. Vous achetez une Maserati à 300 000 $ au lieu d'acheter une maison à 300 000 $. Ben, la Maserati, je suis désolé, vous l'avez acheté chez le car dealer à 300 000 $. La Maserati, vous la conduisez 5 ans après, vous revenez chez le car dealer. Je vous jure, il va vous dire que voilà, elle vaut 30 000 $. Alors que si vous avez acheté une maison à 300 000 $, 5 ans après, vous faites réévaluer votre maison parce que vous achetez, par exemple, vous achetez une maison, je vois, il y a une de nos sœurs qui est real estate agent, Lise à Washington. Là, je vois, elle propose des townhomes. Vous achetez le townhome à 250 000 $. Le townhome, il n'y a pas encore les Starbucks, les magasins qui se sont installés dans le coin. Ça vient fraîchement d'être construit. Vous êtes les premiers à acheter. Quand tous ces gens-là s'installent 5 ans plus tard, quand on réévalue votre maison sur Zillow, vous pouvez aller regarder. Quand on réévalue votre maison, c'est par exemple déjà 350 000. Donc ça s'est apprécié.
du fait qu'il y a des entreprises qui sont venues s'installer là, le coin a pris la valeur, etc. Et il y a en plus l'inflation. Hein, dans une économie où nous avons une inflation qui excède 1%. Vous avez vu les statistiques de Consumer Bureau pour le mois de février, dit que l'inflation était à 2,8. Donc quand vous avez une inflation à 2,8 sur un mois, vous voyez bien que sur un an, facilement votre maison atteint 350 000. Et comme on dit, si vous avez mis les rentes là-dedans en 5 ans, dans Bull Equity, par exemple, vous pouvez vous retrouver, je n'en sais rien, avec une equity, par exemple, de 10 000 $ par an, pendant, ça fait 50 000. Si la maison doit être vendue à 400 000, vous allez ressortir l'equity de 50 000 là-dedans. Si la maison doit être vendue à 350 000, vous avez 150 000 de plus-value, plus l'equity de 50 000, ça fait 200 000 francs. Je dis que, quand vous vivez dans une société capitaliste comme celle-ci, il faut comprendre, comme on dit, ils disent eux-mêmes les anglo-saxons, understand the game of money. On ne peut pas faire comme on fait au pays, voilà, on fait ci, on fait ça. Je vois beaucoup de vidéos là, parfois qui méritent sur la toile là, et tout, et tout, et tout. Les gens sont en train de boire les champagnes, ils tournent les fesses, il y a les seaux de champagne, de bière, c'est bien. Je ne dis pas non, c'est bien, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais je veux dire que dans notre communauté, quand nous arrivons en diaspora, nous devons avoir une certaine voix. Hein. Vous voyez bien que la nouvelle administration est arrivée et dit, voilà, nous allons donner la chasse aux gangs qui empêchent les gens de dormir ici. Mais quand ils disent, nous allons donner la chasse aux gangs, là, vous voyez bien que notre communauté n'est pas trop citée parce que les gens travaillent dur. Et quand les gens travaillent dur et payent les impôts, il faudrait aussi que ces gens-là, qu'il y ait un retour de bâton, un retour d'ascenseur de ces gens-là. Ça veut dire que investissez si vous voulez que vous soyez visible. Parce que quand vous investissez, vous êtes visible. Quand vous n'investissez pas, vous ne l'êtes pas. Quand vous possédez une maison, vous êtes visible. Comme on dit dans le jargon, voilà. Donc, c'est le concept de good debt. Hein, par exemple, ça, ce sont les good debt. Comme je vous ai dit, je vous ai pris les exemples. Si vous investissez sur vous-même, hein, vous allez à l'école, etc. Ou bien vous investissez sur vos enfants, leur école, etc., etc. Vous investissez sur vous-même. Ce sont des good debt. Vous investissez sur la dette, les mortgages que vous prenez pour acheter une maison, etc., ça valorise. Piece of land, hein, un terrain. Vous investissez, par exemple, pour acquérir un stock de marchandises que vous allez mettre dans un entrepôt et que vous allez vendre. Ça prend de la valeur. Mais si vous investissez sur autre chose que ces choses-là, ça ne prend pas la valeur. Hélas, ça ne prend pas la valeur. Vous perdez. Hein, ça ne prend pas la valeur, vous perdez. Ça, il faut qu'on puisse le dire. Hein. Je pense que ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant que de le dire. Hein. Donc, il y a ça. La deuxième chose, c'est le concept de bad debt. Donc, si je vous ai parlé de good debt, il faut aussi que je vous parle de bad debt. Les bad debt, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit. Vous prenez la dette pour mettre dans un actif qui se déprécie, qui perd de la valeur. Par exemple, un véhicule. Par exemple, les montres qui coûtent cher. On voulait avoir une montre Ferrari qui coûte 12 000 $, c'est bien. Mais quelle est la valeur de votre montre là dans 10 ans? Puisque la technologie change. Le producteur fabrique tout le temps de nouvelles montres avec toujours plus sophistiquées. Donc, vous perdez en quelque sorte. Vous voulez pas mettre votre argent dans des choses comme ça. Hein? Vous voulez pas prêter de l'argent donc à travers des cartes de crédit, par exemple, pour aller en vacances au pays. Parce que quand vous allez en vacances au pays, quand vous revenez, le montant des cartes de crédit, c'est comme ça là. C'est une liability. Vous perdez. Vous perdez. Vous ne pouvez pas prendre la carte de crédit pour acheter, par exemple, je ne sais pas moi, les alcools. Acheter les alcools. Vous pouvez encore prendre votre carte de crédit pour acheter un ordinateur et une imprimante, mettre à la maison. Je l'ai fait. Donc, vous achetez un ordinateur, une imprimante, vous mettez à la maison, ça vous permet voilà. Vous achetez un ordinateur, une imprimante, vous mettez à la maison, ça vous permet de tourner. Donc, c'est comme ça, en fin de compte. Donc, ça vous permet de tourner. Vous prenez un ordinateur, vous prenez une imprimante, ça vous permet de travailler. Un ordinateur, c'est un outil de travail. Vous faites X choses avec un ordinateur. Vous apprenez. Peut-être demain, vous allez voir comment nous allons faire des vidéos d'un autre genre. Parce que peut-être on a fait un tutoriel sur CapCut et on a appris à le faire. Demain, vous verrez peut-être qu'on va avoir des thumbnails un peu meilleurs. Parce qu'on a fait un tutoriel pour faire des thumbnails sur Canvas, etc., etc., etc. Donc,
Vous achetez, parce que vous avez acheté un ordinateur, peut-être vous avez acheté une imprimante, peut-être vous avez acheté un scanner, ou vous avez acheté plein de choses. Mais quand vous ne faites rien de tout cela, bah, vous n'êtes pas, hein, je veux dire, vous prenez pas la carte de crédit. Donc c'est un crédit que vous prenez pour aller boire les alcools et les champagnes dans les boîtes et tout, et tout, et tout. En une soirée, claquer $1000. Après, il faut rembourser. Après, il y a des intérêts dessus. Et ça vous ruine. Et c'est là qu'on va parler du concept prochainement. La prochaine vidéo que je ferai, je vous expliquerai le concept de crédit score. Comment le crédit score est important. Parce que beaucoup de nos frères ici, là, malheureusement, vous arrivez, bon, vous restez dans votre coin, vous investissez d'abord sur vous. Hein, d'autres, par exemple, prennent un mansion. C'est le droit de chacun. Vous, pendant ce temps, vous mettez cet argent sur vous, vous étudiez, vous passez des certifications, ça vous ouvre la porte pour faire beaucoup de choses, une infinité de choses. Bon. Pendant ça, il y en a qui peut-être ont pris de bonnes dettes, parce qu'une maison aussi, c'est bien. Une grosse voiture, bon, etc. Mais le problème, très rapidement, vous est rattrapé, parce que quand ces dettes de carte de crédit durent une décennie, ça affecte votre crédit score. Quand je vous montrerai les paramètres, je vous expliquerai les paramètres que les agences de notation prennent pour noter le crédit des personnes. Bon, vous avez des gens donc qui vont avoir des crédits de 817 points par exemple. Quand un autre va se retrouver avec un crédit de 525 points. Alors, quand vous avez un crédit de 525 points, vous êtes plombé, vous ne pouvez rien faire. Vous voulez acheter la carte de crédit, on vous la donne pratiquement à $30. Vous voulez acheter une voiture, c'est 20%. La carte de crédit est pratiquement à 30%. Si vous voulez acheter une maison, le taux d'intérêt va être à 15%, etc. Donc, vous ne pouvez pas. Vous travaillez pour payer, vous rémunérez les gens qui vous ont, comme on dit, les lending companies. Vous travaillez pour payer ces gens-là. En revanche, si vous avez un crédit score de 810, 815, 820, etc., 825, là où l'autre, par exemple, achète la voiture et on lui propose un prêt à 15%, celui qui a un crédit score très bas, même pas les moments d'aujourd'hui, va acheter à 4%. Ça veut dire que si la voiture a $20 000, par exemple, le coût du crédit annuel, bon, avec les autres frais, etc., sera aux alentours, 4%, c'est le taux conventionnel. Avec d'autres frais afférents, de dossiers, etc., ça va faire 5%. Donc, calculez vous-même 20 000 multiplié par 5%, ça va faire $1000. Ça veut dire que s'il a décidé de payer ça en 2 ans, ça va faire, la première année, il doit rembourser $11 000. Par exemple, $11 000. Vous divisez $11 000 par 12, vous allez voir à peu près ce que ça fait. Supposons que c'est une voiture de $30 000, les deux ont mis $10 000 de down payment, il reste $20 000. Celui qui a maintenant un mauvais crédit score, on va lui demander 20%. Sur les $20 000, il va devoir payer $4 000 d'intérêt. Donc, la première année, il va payer $14 000. $3 000 de plus. Vous comprenez? Ça veut dire que les deux, l'autre va débourser 10 000 $, 11 000 $, l'autre va débourser 14 000 $. Ça fait 3 000 $ de plus. C'est beaucoup. Et l'année d'après, il va devoir débourser 12 000 $. Quand l'autre, l'année d'après, va débourser 10 500 $. C'est beaucoup. Vous voyez qu'il y a un gap de 2 500 $ plus 3 000 $. Ça fait 5 500 $ de différence. Le risque est faible chez l'autre qui va pouvoir payer plus vite, alors que l'autre va vouloir payer 5 500 plus cher. Donc, on va parler de ça, dans la notion de crédit score. Je vous expliquerai les données. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui en termes de financial literacy, c'est à notre communauté, c'est faites attention. Je veux dire que il y a énormément de crédits en Amérique. Il y en a énormément. Mais faites attention. Utilisez les prêts que vous prenez pour investir dans quelque chose qui s'apprécie, qui prend de la valeur, et éviter d'avoir le consumer pulse. Ça veut dire cette faculté que les gens ont de prendre les prêts pour pouvoir consommer tous azimuts, vraiment de manière effrénée. Voilà, nous ne voulons pas faire ça. Nous voulons faire certainement autre chose. Voilà. Je remercie tous ceux et celles qui ont suivi notre vidéo. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable semaine. Prenez soin de vous. Restez scotchés sur notre chaîne. Partagez la vidéo.
mettez un like et surtout invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Souscrivez à notre membership pour soutenir le développement de notre vidéo. Prenez soin de vous car ici, le meilleur est à venir. Bye bye.